Je me rappelle, une fois, on m'a dit, mais c'est quoi cette Smart City ? C'est un concept nébuleux, c'est du blabla. Et tu réponds quoi quand on te dit ça ? Ce qui est vrai, c'est un concept très flou. Face à quelque chose d'ambigu comme l'innovation technologique, on ne sait pas où elle peut aller. Le cerveau, sans cesse, essaie de réduire l'ambiguïté. Mais en fait, l'ambiguïté peut devenir une ressource. Bienvenue dans Smart City Talks, le podcast du Smart City Institute. Le SCI est le centre de recherche dédié à la gestion des territoires durables et intelligents de HEC Liège, l'école de management de l'Université de Liège. Dans ce tout premier épisode, Pauline, chargée de communication au Smart City Institute, discute avec Giovanni Esposito, chercheur à l'Institut et chargé de cours à l'ULB. À travers ses travaux, Giovanni explore les politiques publiques et la gestion stratégique du changement dans les organisations du secteur public. Dans cette discussion, il s'appuie tout particulièrement sur plusieurs articles qu'il a coécrits avec le professeur Nathalie Crutzen, directrice académique et fondatrice du SCI. Avec Giovanni, on plonge dans l'univers des récits pour mieux comprendre et décortiquer ce que c'est en réalité une Smart City, comment les acteurs territoriaux s'approprient-ils le concept, comment construisent-ils leurs propres histoires, loin des discours marketing des grandes multinationales et de leurs solutions numériques prêtes à l'emploi, à travers des exemples concrets, comme l'histoire du bourgmestre d'Alphaville, où l'on découvre comment ces récits façonnent les stratégies territoriales et contribuent à penser la ville de demain. Voyons ce que nos stratégies Smart City ont à nous raconter sur nos territoires. Assis confortablement derrière leur micro, Pauline saute directement dans le vif du sujet en demandant à Giovanni « Mais c'est quoi une Smart City selon toi ?» C'est une ville qui s'appuie sur les technologies numériques pour améliorer sa durabilité économique, sociale et environnementale. Pourquoi, pour toi, c'est important d'étudier ce sujet-là ? Donc, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te passionne sur le sujet ? Dans cette période où souvent on se réfère en l'appelant une période de révolution numérique, et donc du coup, c'est quelque chose d'omniprésent. Et de plus en plus, les autorités publiques qui s'intéressent. C'est un peu un point de passage obligé en tant que chercheur en politique publique et administration publique. D'étudier la question du numérique alors ? Oui. Okay. Et surtout, on a tendance souvent à se dire que c'est une question technique qui relève des ingénieurs, mais en fait, l'innovation technologique, l'innovation numérique n'existe pas en nature. C'est un processus humain. Enfin, ça se fait via des interactions sociales, souvent encadrées, structurées par des normes, par la culture, par des règlements, par des lois. Et donc, du coup, en tant que scientifique social, mon rôle est de comprendre ces enjeux-là liés à l'innovation et à la technologie. Mais faire de la recherche, ce n'est pas toujours aussi simple que de mettre sur papier de la théorie. Parfois, on rencontre des obstacles, comme nous l'explique Giovanni. Souvent, s'intéresser à cette question-là est perçu un peu comme faire le marketing des sociétés qui doivent vendre des technologies. Souvent, quand je parlais avec mes collègues en Sciences Po, ils trouvaient que je faisais partie d'un mécanisme et d'un dispositif social plus large. Et mon rôle était surtout de porter de la légitimité scientifique à des enjeux marchands. Après, la notion de Smart City, c'est une manière de se référer à des enjeux d'innovation numérique lié à comment les villes s'organisent. Donc il y a certainement une méprise par rapport à l'objet même. Par rapport, je dirais, à l'expression elle-même. Mm-hmm. Donc je pense qu'il y a aussi des enjeux de langage. Par exemple, si on parle d'innovation urbaine, c'est déjà moins contesté, je pense. Et je me rappelle, une fois, on m'a dit, mais c'est quoi cette Smart City ? C'est un concept nébuleux, c'est du blabla. Qui est vrai, c'est un concept très flou, nébuleux. Et justement, comme une partie de mes recherches était liée, peut-être aussi à cause de ce constat que je voyais dans mon entourage, était liée à comprendre la signification de ce mot et aux enjeux de construction de sens autour de ce mot. Donc il y a le titre d'un de tes articles qui est super évocateur, auquel on a pensé tout de suite pour préparer cet épisode, cette notion de « one size does not fit all ». Et donc en gros l'idée ce serait qu'il n'y a pas de modèle standard et universel de la Smart City. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en es venu à cette conclusion et pourquoi ? Parce que ça me semble être un statement, si je peux utiliser un mot en anglais, qui est assez fort en fait. Donc le concept, il a été développé par les grandes multinationales. On le disait avant, du numérique. IBM, en 2008, je pense, lance
cette stratégie de Smarter Planet. Puis Cisco aussi se lance là-dedans. Donc c'est un concept qui voit sa naissance dans ce milieu. Et une autre caractéristique qui a ce concept dans cette première phase, c'est qu'il est présenté comme une sorte de kit prêt à l'emploi. On utilise des senseurs, des plateformes, des tableaux de bord pour améliorer le fonctionnement et optimiser les flux urbains, on va dire, d'améliorer la gouvernance, les décisions, tout type de flux, que ce soit des flux de mobilité physique ou informationnels, d'information. Donc ça, c'était, on va dire, le contexte dans lequel j'avais commencé en 2019 mes recherches à l'Institut. Et quand je commence à m'en occuper, en fait, je me rendais compte que la notion de Smart City, elle était beaucoup plus complexe. Déjà parce que c'était les administrations publiques qui étaient en train d'utiliser et de travailler autour de cette notion. Et surtout, il y avait plusieurs manières de penser la Smart City. Donc ça, c'était un premier constat. Enfin, c'était vraiment difficile de voir ce kit prêt à l'emploi dans le contexte belge. À l'époque, en plus, je venais d'Italie. Si de l'accent, ça ne se comprend pas. Donc voilà, je venais d'un autre contexte et j'ai été confronté avec cette situation. Et donc, c'est en ce moment que je me suis dit « One size does not fit all ». Donc, en gros, il n'y a pas d'état unique pour une ville intelligente. Et ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'était que la question des villes intelligentes et de l'innovation technologique était vue comme un moyen pour atteindre des objectifs. Donc, en gros, on ne faisait pas de l'innovation pour faire de l'innovation, mais il y avait des discours qui étaient développés autour de la question de l'innovation, que ce soit justement, comme je disais, des discours liés à l'amélioration de la durabilité économique, c'est plutôt le cas de la Wallonie par exemple, ou des discours plutôt liés à la durabilité sociale, environnementale, qui était plutôt le contexte de la région bruxelloise. Donc ça, c'était le premier constat qui m'avait poussé à penser cette expression de « one size does not fit all ». Donc, en fonction des territoires que tu as étudiés en Belgique, à différentes échelles, tu t'es rendu compte que les approches étaient tout à fait différentes d'un territoire à l'autre. Exactement. Ok, et donc c'est ça qui a mené à ce constat oui. One size does not fit all ». Exactement. Okay. Et donc, je me suis dit, la première étape de toute recherche amenée, donc j'ai commencé un postdoc, donc je me suis dit, la première chose à faire est de comprendre quelles sont les stratégies régionales pour développer des villes intelligentes. Donc, tu t'es déjà basé sur des projets et des stratégies qui existaient déjà à ce moment-là. Oui, donc en 2019, il y avait déjà des stratégies en place au niveau de régions, la région wallonne et la région bruxelloise, en matière de développement de Smart Cities. En Wallonie, c'était dans le cadre plus large de Digital Wallonia. Et à Bruxelles, il y avait Smart Brussels. Donc, des stratégies existaient déjà. Et c'était justement la différence entre ces deux stratégies qui est rentrée en quelque sorte en contraste avec l'idée qu'il y avait une Smart City déjà faite qu'il fallait juste mettre en œuvre, en fait. Et donc, mes premières recherches ont porté justement sur ces deux stratégies, les visions politiques ou les récits politiques, comme je les appelle dans mes papiers, qui avaient derrière ces enjeux d'innovation technologique. Quand j'ai lu tes papiers, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de très clair qui revenait à chaque fois, c'est ce concept théorique de narration. Et moi, j'ai envie de savoir en fait pourquoi tu as choisi d'étudier les politiques Smart City sous cet angle-là et en quoi c'est pertinent finalement de les analyser de cette manière-là. Quand je lisais de la littérature concernant les villes intelligentes, une critique c'était c'est que du blabla, c'est que des histoires qui sont racontées pour légitimer une création d'un marché public pour des technologies que les grandes multinationales n'arrivent pas à vendre ailleurs. Donc il y avait cette critique qu'on faisait, en fait ce n'est qu'un discours. Finalement, c'est une stratégie de marketing pour permettre aux grandes multinationales de vendre au secteur public ce qu'elles ne savent plus vendre au secteur privé. Donc ça, c'était une grosse critique qu'on faisait. Donc évidemment, déjà ça m'avait plongé dans un monde fait de discours, de récits.
Et à savoir, en analyse des politiques publiques, il y a toute une approche qui s'intéresse à cette dimension-là de l'action publique, c'est-à-dire les approches postmodernes à l'analyse des politiques publiques. Qu'est-ce que c'est une approche postmoderne? J'allais te poser justement la question. En gros, les approches postmodernes remettent en cause le fait qu'il y a une vérité unique, universelle pour tout le monde. Mais il y a des vérités locales, on va dire. Okay? Et ces vérités changent en fonction des acteurs. La réalité elle-même change en fonction de la manière dans laquelle les acteurs lui attribuent du sens. Donc ça, c'est en gros, si je simplifie. Donc je me disais, tiens, c'est très pertinent. Non, ça, c'était un constat, on va dire, plutôt théorique. Je suis confronté à un objet flux, qui change de contexte en contexte, alors il faut utiliser une approche postmoderne. Et puis l'autre chose, c'est que les récits sont quelque chose qui est proprement humain. En fait, nous utilisons les récits dans nos processus de cognition de la réalité. Mon identité, c'est le récit que je me raconte moi-même par rapport à moi. Les récits ont toujours un début et une fin. Un récit ordonne quelque chose de chaotique, permet d'agencer des acteurs, de leur donner des rôles, de comprendre qui fait quoi et quand. Donc, c'est un outil pour orchestrer des expériences, des émotions et des acteurs. Et les Smart Cities, quand je suis arrivé, avaient l'air d'être quelque chose de très chaotique. Donc, je me suis dit, comment font les décideurs politiques à mettre de l'ordre dans quelque chose de chaotique? Souvent, les stratégies sont ça. Il y a toute une approche en stratégie, c'est dans les études, on va dire organisation stratégique, qui s'appelle Strategy as a Discourse. Donc, la stratégie est un discours qu'on construit sur le monde pour lui donner du sens et permettre aux acteurs concernés d'y opérer de manière justement ordonnée, coordonnée, orchestrée. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, OK, je prends les stratégies régionales et en gros, concrètement, physiquement, ces stratégies sont des textes. Donc, confronté avec un texte, qu'est-ce que je fais? J'analyse la structure du récit. Mais justement, concrètement, comment les récits ordonnent-ils la complexité des Smart Cities? Si on revient à la théorie que j'ai utilisée qui s'appelle The Narrative Policy Framework, donc c'est un cadre théorique qui est utilisé pour déchiffrer les récits politiques. En fait, ils nous disent que chaque récit, et ça c'est de la narratologie de base, chaque récit a un contexte de départ qui définit un problème, a des acteurs qui sont victimes de ce contexte de départ. Il y a les méchants, donc ceux qui, en gros, sont à la base du problème et qui contribuent à perpétrer ce problème. Et il y a les héros, ceux qui apportent des solutions. Et les solutions, souvent, on les retrouve dans la morale de l'histoire. Mais en fait, développer un récit sur le territoire, c'est comprendre justement ces rôles-là sur le territoire. Quel est le problème? Qui sont les personnes qui sont les victimes de ce problème? Et qui sont les responsables de ce problème? Et les héros, ceux qui peuvent intervenir pour y apporter une solution. Et donc, développer un récit autour du territoire et éventuellement trouver dans la technologie numérique des solutions qui peuvent apporter à ce problème signifie aussi déjà commencer à identifier les acteurs qui font quoi et donc attribuer éventuellement des rôles dans le processus. Donc en fait, en ce sens-là, le récit organise les acteurs d'un territoire et contribue à comprendre, mais en même temps à définir les enjeux stratégiques. Et à agir finalement. Oui, tout à fait. Si on reprend notre exemple de la région Wallonne et la région Bruxelles-Capitale, tout ça prend du sens. Le récit Smart City construit par la région Wallonne est très différent de celui de la région bruxelloise. Et pour la région Wallonne, il a par exemple permis d'entamer une transition économique de la grande industrie vers une industrie du numérique. La région Wallonne, qui est une région, on va dire, post-industrielle en transition, évidemment, construisait un récit à partir de ce contexte-là. En fait, un récit qui pouvait avoir du sens dans ce contexte-là. Et dans ce contexte, les Smart Cities et l'ensemble des technologies qui vont avec ces paradigmes-là étaient mobilisés pour apporter des solutions à la question de la transition économique, notamment d'une économie fordiste vers une économie plutôt post-fordiste, on va dire, qui s'appuie sur les nouvelles technologies. Et qu'est-ce que tu entends par fordiste et post-fordiste ? Une économie fordiste, c'est une économie qui se fonde sur la grande industrie, donc les grandes usines en fait. Mais quand les grandes usines disparaissent, il faut
déjà, il faut imaginer le futur de l'économie du territoire et les nouvelles technologies apportent elles-mêmes une nouvelle vision de l'économie qui s'appuie justement sur ce type d'économie, enfin l'économie du numérique. Et la stratégie Digital Wallonia encadrait en ce sens-là la notion de Smart City. Alors qu'à Bruxelles, l'histoire elle est complètement différente, le contexte il est différent, la région elle est beaucoup plus internationale. Mais il y a les organisations internationales qui apportent énormément de diversité, de besoins complètement différents par rapport à un contexte qui est en train de faire la reconversion que je disais avant. Oui. D'un point de vue économique, elle est plus riche, mais les technologies sont mobilisées pour résoudre d'autres problèmes, notamment des problèmes de durabilité environnementale, des problèmes plutôt de cohésion sociale, et en particulier dans le cas de Bruxelles, c'est une gouvernance qui rapproche plus les citoyens à la décision politique. Et si tu pouvais me donner des exemples de concrètement comment ça se traduit. Tu dis que c'est des usages et des objectifs différents. Est-ce que tu me parles par exemple de gouvernance ouverte, etc. Est-ce que tu as un exemple concret de ce que ça donne? Par exemple, donc, sur l'aspect environnemental, c'est comment on utilise les Smart Cities pour réduire les émissions CO2 en ville. Donc Bruxelles mise peut-être un peu plus là-dessus. En tout cas, c'était la stratégie de 2014-2019, celle que j'ai analysée dans mes études. Et puis, il y avait la question de comment utiliser les nouvelles technologies pour impliquer plus les citoyens dans la décision publique. Ça, c'était le discours et le récit qu'il y avait dans la stratégie bruxelloise. Ok, donc on avait vraiment deux objectifs, deux récits complètement différents pour deux régions qui font partie d'un même pays, qu'est la Belgique. Oui, mais en fait, si on revient à l'idée, la première question, c'était qu'est-ce que c'est une politique publique? Donc, c'est la manière dans laquelle des problèmes sociaux émergent chez les autorités publiques et apportent des solutions. Mais en fait, une Smart City, qui est censée être une solution technologique apportée à des problèmes locaux, mais comme ces problèmes naissent dans des contextes différents, évidemment, les technologies qu'on va développer sont différentes. Et le discours aussi. Et le discours, évidemment, okay. est différent. Les récits se construisent donc différemment en fonction des réalités des régions. Mais le travail de Giovanni ne s'est pas arrêté là. Il est aussi allé voir ce qu'il se passait au niveau local. Et là aussi, au sein d'une même région et donc d'un même récit, d'autres récits se construisent pour répondre aux enjeux spécifiques des localités. Alors comment les communes s'approprient-elles la Smart City pour construire leur propre récit? C'est ce que Giovanni a étudié. J'ai étudié les projets qui avaient été déposés par les communes wallonnes en 2019 à l'appel à projet Territoire intelligent. Je me suis dit, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en Wallonie, il y a une stratégie régionale et via l'appel à projet, la région essaye d'infuser ce récit, on va dire. Mais ce qui est intéressant, l'appel à projet en tant que dispositif laisse des marges de manœuvre aux acteurs qui veulent répondre à l'appel à projet. Donc je me suis dit, c'est très intéressant à analyser parce que ça me permet de comprendre comment les communes se réapproprient de ce concept en lui apportant du sens, par rapport à leur contexte. La grande majorité de ces projets, le 35% plus ou moins, étaient des projets d'ordre économique. Et donc, en gros, comment dynamiser le commerce local, créer de l'emploi via les villes intelligentes, via les technologies numériques. Mais il y avait aussi d'autres dimensions. Il y avait la dimension sociale qui était déclinée surtout par rapport à comment utiliser le numérique pour renforcer les liens communautaires et ou encore simplifier la vie associative, donc les secteurs non marchands, les associations. Il y avait une dimension environnementale, comment utiliser le numérique pour réduire les émissions, encore favoriser les circuits courts. Et il y avait une dimension, dans le papier, nous appelons civique, comment utiliser les nouvelles technologies pour rapprocher les citoyens à l'administration, par exemple, pour faciliter l'échange de documents. Donc, le constat était en quelque sorte encore le même. Mais en fait, il n'y a pas une seule Smart City. Il y a plusieurs Smart Cities en fonction de comment les acteurs y attribuent du sens. Donc, est-ce que le fait qu'au niveau local, on se réapproprie, on interprète finalement la Smart City d'une manière différente par rapport au niveau régional, est-ce que ça va créer justement des problèmes ou des frictions, ou est-ce que inversement c'est un atout peut-être et quelque chose qui doit être vu positivement? Non, moi, je n'ai pas vu de friction. Et on le verra après, une manière de gérer l'ambiguïté ou la complexité d'un concept comme les Smart Cities est à la fois de poser un cadre structurant, mais en même temps souple,
qui permettent à chacun de trouver sa place, on va dire. Donc, l'idée, c'est de donner des lignes guides qui fixent en quelque sorte une direction, mais qui en même temps permettent aux gens de décider, aux gens, dans ce cas-là, les communes, de comment arriver à destination. On a donc parlé des récits à l'échelle régionale dans lesquels viennent s'articuler des récits à l'échelle locale. Mais on peut aller encore un peu plus micro en se penchant sur les élus eux-mêmes. D'ailleurs, Giovanni a étudié le rôle crucial du bourgmestre dans la construction et la mise en pratique de ces récits. Et c'est ici qu'on rencontre le bourgmestre d'Alphaville, nom d'emprunt pour une ville wallonne dont on préservera l'anonymat. Alors, peut-être, je reviens à la question de l'ambiguïté, parce que ça me permet d'expliquer pourquoi, à un certain moment, je me suis dit, OK, on a étudié les récits, on a vu que les récits sont très différents, mais qui sont les auteurs des récits? OK, donc à un certain moment, il fallait se poser le problème de qui rédige le récit. Et le point de départ était le suivant, c'est-à-dire si le concept de Smart City peut tout dire, est-ce qu'il ne finit pas par ne plus rien dire du tout? Si quelque chose est tout, ça finit pour rien être. Et donc, je me suis dit, OK, et la question de l'ambiguïté revient. Pourquoi? Parce que si quelque chose est ambigu, surtout si quelque chose de complexe est très ambigu, et c'est quelque chose qui, pour être réalisé, demande l'organisation de personnes différentes, mais l'ambiguïté, c'est un problème pour s'organiser, parce que sinon, c'est pas se mettre d'accord et développer une vision commune et un projet commun. Et donc, je me suis dit, OK, comment les décideurs locaux s'organisent pour surmonter l'ambiguïté? Et c'est là que le rôle du maire devient important, parce qu'en fait, dans le cas d'Alphaville, le maire, du début, accepte l'ambiguïté du terme. Et ce qu'il fait, c'est d'exploiter de manière stratégique l'ambiguïté du terme. Donc, je simplifie, il met autour de la table les échevins compétents pour des manières... échevins et directeurs administratifs compétents sur des matières très différentes, mobilité, environnement, aménagement urbain, des matières très différentes. Et en gros, il leur dit, proposez le projet que vous voulez, à condition que ce projet intègre une composante numérique. Donc l'idée, c'était quoi? C'était que chaque acteur puisse développer son agenda politique, que ce soit en matière de mobilité, aménagement ou économie, à condition qu'il y avait une composante, comme je disais, numérique. Donc si je dois résumer le récit formulé par le bourgmestre, en quelques mots, c'est que la technologie peut répondre aux besoins de la communauté et donc des habitants de la ville de Alphaville en question. Oui, en quelque sorte, le maire inscrivait son récit dans la promesse des Smart Cities, c'est-à-dire les villes peuvent s'améliorer en s'appuyant sur les technologies numériques. Ça, c'est quelque chose d'abstrait. Et c'est justement le sens d'une vision, elle est large. Et il a laissé que ses collaborateurs, les échevins, les directeurs, y apportent de la substance, du concret, à partir de leur agenda à eux. Donc il a facilité finalement la consolidation et la structuration de ce récit Smart City que la ville en question, Alphaville, a décidé de mettre en place. Oui, c'est exactement ça. Une chose assez évidente de mes recherches, c'est que tout d'abord, ce récit, qui en gros est la stratégie qu'une ville décide d'utiliser pour développer une ville intelligente, ne peut pas négliger le contexte local. Donc ça, c'est la première chose peut-être à retenir de mes recherches, c'est que les stratégies Smart City, donc si on met à côté la notion de récit, on revient à la notion de stratégie, qui sont pour moi la même chose. Donc les stratégies Smart Cities ne peuvent pas négliger les territoires, le contexte local dans lequel elles s'inscrivent. Pourquoi? Parce que c'est dans ces territoires qu'on va identifier les problèmes auxquels les technologies numériques sont censées apporter des solutions. Donc ça, c'est la première chose. Et comme on est des êtres humains, nous sommes des êtres humains qui communiquent via le langage et donc via les récits, mais évidemment, ces récits s'inscrivent dans les contextes dans lesquels ils sont produits. Moi, je pense que ça rejoint bien l'idée que je me faisais quand j'ai lu tes papiers, que finalement, ces récits permettent aux responsables politiques de donner du sens, une signification à ce qu'on entend par Smart City, parce que, tu l'as dit, c'est parfois ambigu, et de pouvoir avoir une vision commune, finalement, sur un objectif qui n'est pas toujours très clair, et de pouvoir fédérer, finalement, autour de tout ça. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu
libératoire, dans le sens qu'on vit dans une période où on a la sensation que, avec la révolution de l'IA, que la technologie nous surmonte et nous dépasse. Mais en fait, sans l'humain qui lui donne du sens, cette technologie ne sert à rien. Ça remet au centre aussi les capacités créatives de l'homme d'apporter du sens à ces outils. Au fond, ces outils, s'il n'y a pas quelqu'un qui les utilise, ne servent à rien. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'avant de parler de technologie, capteurs, senseurs et tout ça, il faut parler des besoins. En gros, ça, c'est, je pense, le message clé de mes travaux. Et l'autre chose que je pense est importante, n'est pas simplement les enjeux de sens autour de la technologie, c'est aussi le processus à travers lequel on crée ces récits. Il faut que ce processus soit inclusif. Donc l'histoire que je raconte dans mes papiers, le papier d'Alphaville, c'est l'histoire d'un maire avec son réseau et avec ses collaborateurs. Dans une période où, et ça je pense c'est important de le souligner, où la légitimité des élus est en déclin, parce que si on regarde historiquement les données sur les taux de participation aux élections, on se rend compte qu'on ne peut pas limiter la construction de sens et le développement des technologies, enfin la construction de sens des technologies et tout ce qui implique les mettre en œuvre, simplement en représentant élus. Surtout si la tendance n'est pas renversée. Donc, je pense, d'un point de vue de recherche et de pratique sur le terrain, il faut de plus en plus impliquer les citoyens. Ça peut sembler quelque chose de banal, ce que je suis en train de dire. Et peut-être je vais rentrer dans des buzzwords comme co-création, coproduction, voilà, tout ça. Pas des buzzwords, moi je trouve. Mais c'est un peu la direction, me semble, la direction à suivre. Et ça ouvre évidemment le terrain de jeu à notre acteur, duquel je parle très peu dans mes recherches, qui n'est pas simplement le privé, qui n'est pas simplement du public, mais les citoyens, la société civile organisée, le secteur non marchand, les associations, on peut dire aussi au sens large le monde de l'économie sociale, par exemple. Imaginons, je suis bourgmestre ou responsable de projet dans une commune qui souhaite se lancer dans une dynamique Smart City. Qu'est-ce que tu aurais comme conseils et recommandations à leur donner sur base de tes recherches, donc des choses très concrètes qui peuvent être utiles pour eux au moment de se poser ces questions-là? La première recommandation est de partir du contexte local et donc des acteurs qui connaissent le territoire. Et peut-être dans la même logique d'exploitation de l'ambiguïté du concept, de leur dire, est-ce que face au problème que vous soulevez, la palette de solutions numériques à notre disposition vous semble quelque chose de viable ou pas? Comme tu le sais, on a réalisé des baromètres belges et wallons. Et il y a une info qu'on note, c'est que certains territoires peuvent trouver le concept de Smart City non adapté à leur territoire. Tout à l'heure, tu es revenu sur le fait que le terme Smart City peut avoir une nature assez polysémique. Et donc, moi, je me disais, finalement, est-ce que ce n'est pas juste une question de label et de ce qu'on va mettre derrière? Peut-être que les problèmes auxquels ils sont confrontés, ces territoires, sont des problèmes auxquels la solution ne passe pas nécessairement par le numérique. Peut-être, ce sont des territoires qui n'ont pas besoin d'innovation numérique pour améliorer leur durabilité économique, sociale ou environnementale. Une autre piste de réponse, peut-être, c'est à voir comment ils perçoivent ce terme quand on leur parle de Smart City. Parce que justement, comme au début, c'est un terme qui est associé aux multinationales du numérique et peut être perçu comme un vecteur de ce genre d'intérêt au niveau du territoire. Donc ça, je pense, c'est la première chose à comprendre. S'il y a une incompréhension par rapport à la proposition, à la question des Smart Cities, ou si le terme est bien compris, et alors veut dire que simplement, les problèmes auxquels ils sont confrontés sont des problèmes dont les solutions ne passent pas par la technologie. Au SCI, on a créé un guide pratique où on propose une méthodologie pour construire sa stratégie Smart City. Et ce guide va dans le même sens que Giovanni, en soulignant l'importance du soutien et de l'implication des élus et des bourgmestres dans ces projets. Pourtant, dans nos événements et dans nos formations, certains acteurs de terrain soulèvent leurs difficultés à sensibiliser les élus, justement. Alors, est-ce que Giovanni a des recommandations pour ces bourgmestres? Le rôle des maires, des élus locaux, est clair et de développer une vision qui met en phase l'innovation technologique avec les besoins du territoire. Et donc, en gros, c'est les maires qui apportent du sens
à l'innovation technologique. Maintenant, il y a plusieurs manières de créer cette vision, de la construire. Ça peut se faire tout seul, éventuellement avec leur cabinet, ou encore on peut élargir le cercle et se dire je vais faire ça aussi avec les services de l'administration, ou encore on peut élargir le cercle et dire je vais faire ça aussi avec les citoyens. Donc c'est des stratégies différentes. Normalement, on réfléchit à ces différents schémas d'innovation. Dans le jargon de la recherche, il y a triple helix, quadruple helix. C'est des manières différentes d'imaginer et de conceptualiser l'implication des parties prenantes qui peut se réduire simplement au public et au privé ou l'élargir aux parties prenantes au sens large et donc les citoyens et la société civile. Et si je ne dis pas de bêtises, peut-être une autre recommandation qu'on pourrait leur faire, c'est de se dire, donner un cadre oui, mais qui reste souple. Oui, tout à fait. Parce qu'on l'a vu dans le cas d'Alphaville, finalement, c'est ça qui a bien fonctionné. Oui, tout à fait. Et en sachant que avoir une gouvernance collaborative dans un cadre souple de construction de la stratégie du récit, ça peut prendre du temps parce qu'il faut impliquer les parties prenantes, mais ça peut renforcer la légitimité du processus d'innovation. Et on passe aussi d'une logique d'acceptation de la technologie à une logique de construction, de co-construction de la technologie. Et tout ça a des spillover effects, des effets externes très positifs. Ça crée du lien, ça renforce la légitimité du projet. Et donc ça, c'est un conseil que je me sens de donner, sûrement. Pour clôturer cet épisode, Pauline a demandé à Giovanni ce qui l'avait le plus marqué dans toutes ses recherches. Il n'y a pas une seule Smart Cities. En fait, les autorités publiques attribuent le sens qui leur semble le plus pertinent par rapport à leur contexte à cette notion-là. Et l'idée de fond étant qu'une ville intelligente est une ville qui utilise les technologies du numérique comme levier pour apporter des solutions à des problèmes locaux. Et la manière dans laquelle on identifie les problèmes et les solutions, c'est un processus dans le meilleur des scénarios, le plus participatif possible. Je pense que ça, c'est ce que je retiens le plus de mes recherches. Si cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur les recherches de Giovanni, de ses collègues et du Smart City Institute, on vous donne rendez-vous sur le site internet de l'Institut, www.smartcityinstitute.be. Vous y retrouverez tous nos outils et toutes nos publications pour nourrir vos réflexions Smart City. Toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont disponibles via le lien en description. Et enfin, pour ne rien manquer de nos actualités, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.